On va faire du nettoyage de grammaire. On va regarder l'analyse lexicale. Et peut-être qu'on va faire un peu de clôture si on a le temps. C'est le même truc qu'on fait clôture des algébriques. Voilà, ben, je vais commencer. Je commence un peu en avance. Mais... Donc, c'est le 10.4, nettoyage. Alors, si je fais le nettoyage, c'est parce qu'on en aura besoin. Je fais jamais des trucs au hasard. Je sélectionne avec soin les éléments que je souhaite vous faire passer et ceux dont je ne parle pas. Donc, vous allez voir qu'on va avoir besoin d'une nettoyage dans la suite logique de ce cours. Donc là, une grammaire, on considère une grammaire. Donc, une grammaire, c'est un alphabet de terminaux, un alphabet de non-terminaux, un axiome, S, et un ensemble de règles, R. Soit sigma T, sigma N, S, R, une grammaire. Hors contexte. Hors contexte, c'est sous-entendu. Hors contexte. HC, hors creuse. Donc, propre signifie propre. Il y a 4 propriétés à vérifier pour être propre. Tout d'abord, pour toute règle, donc on s'écrit N flèche U parce que c'est hors contexte. U, c'est un mot. N, c'est un nom terminal. Alors, on a ou bien U différent d'epsilon, ou bien N égale S. D'accord. Ça veut dire que l'axiome est le seul à générer epsilon. On peut imposer ça. Pourquoi est-ce qu'on impose ça? Bonjour tout le monde, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour Isri, c'est sympa de dire bonjour. Je devrais commencer à l'heure. J'ai commencé, donc j'ai commencé. Donc pourquoi est-ce que on impose que l'axiome soit le seul à générer epsilon? Parce qu'epsilon, c'est un... Quand on réécrit un nom terminal par epsilon, il se passe quelque chose de très particulier qui est que le mot que l'on réécrit d'un seul coup, il perd une lettre. Et quand vous réfléchissez 2 secondes, c'est le seul cas où on perd une lettre en réécrivant. Dans tous les autres cas, on augmente le mot. D'accord? C'est pour ça qu'on souhaite à isoler ce cas. Quand on va faire la démonstration du lemme de la pompe, ce sera utile. Ensuite, la règle numéro 2, c'est que l'axiome est un seigneur tout-puissant qui ne peut apparaître dans un membre droit. Il est juste à gauche au début. D'accord? Donc, pour toute règle, N flèche U appartenant à R.
Alors, on n'a pas S dans U. J'ai écrit ça comme ça, c'est plus clair, d'accord? On n'a pas S dans U. S n'apparaît pas dans le membre droit. Alors là, ça va aussi avec le fait que S est le seul à générer epsilon, ce sera utile pour ça, en fait. Si on veut générer le mot vide, on décide une fois pour toutes dès le début de le générer. Dans ce cas-là, le mot vide appartient au langage généré par la grammaire, sinon appartient pas. Donc ça, c'est comme main en C, en langage C, d'accord? On n'appelle pas main. Main, c'est un peu celui qui joue le rôle de l'axiome. Ben, vous n'avez jamais écrit de fonction qui s'appelait le main et pour cause, c'est pas possible, d'accord? Main, il est appelé depuis l'extérieur, depuis l'environnement de programmation, depuis Linux, depuis. Ben, c'est pareil, l'axiome, on l'appelle pas. Personne n'appelle l'axiome, ce serait dégradant pour lui. Alors après, il y a hmm. Les terminaux sont tous utiles et atteignables. Ah ouais. Les terminaux sont utiles. Alors, utile, ça veut dire atteignable et productif. Atteignable et productif. Alors, ça veut dire quoi, atteignable? On peut, euh, on peut les générer depuis l'axiome productif. Ils peuvent générer un mot. C'est drôle parce que ces dénominations d'atteignable et productif qu'on a vues dans les états de l'automate, on les retrouve pareil, mais pour les non-terminaux de la grammaire. C'est les non-terminaux, excusez-moi, c'est pas les terminaux, c'est les non-terminaux. Donc, si vous considérez par exemple cette règle-là, cet exemple-là, que j'ai donné une fois en partiel, un truc dans ce goût-là, d'accord. Une fois, je donnais ça en partiel, je me demandais c'est quoi le langage généré par cette grammaire. Ben, il y a très peu de gens qui ont continué de répondre. Ben, elle est bizarre cette grammaire, mais c'est comme dans le cas des automates définis. Hein, excusez-moi. Euh, les automates qui ne sont pas propres, ils sont bizarres. C'est une grammaire qui n'est pas propre, elle est bizarre, hein, parce que N, il est en membre droit, mais il ne se réécrit pas, ce gland. Ça veut dire qu'une fois que vous avez généré AMN, vous n'allez jamais pouvoir vous en débarrasser de ce N. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir générer de mots. D'accord? Parce qu'un mot généré par la grammaire, il faut qu'il n'y ait que des terminales dedans. Donc, s'il y a un non-terminal qui reste collé, bah, c'est foutu, on ne peut pas générer de mots, quoi. Donc, M, il n'est pas productif. Donc, l'analyse de productivité va le virer. D'accord? Parce que N n'est pas productif, on va virer N. Donc, si on vire N, ben, on vire cette règle aussi, parce qu'elle ne peut pas exister, il y a N dans un membre droit. D'accord? Ah ben, si on met cette règle, on va aussi virer celle-là. Parce que M, non, N, il est pas productif. Parce que M, il est atteignable, mais par contre, non, il n'est plus atteignable maintenant. Il était atteignable avant, il était productif, hein, parce que je génère A, mais M, une fois qu'on a enlevé cette règle, il est plus atteignable. Donc, M le PTM, on va virer ça. Qu'est-ce qui reste dans le ensemble de règles? Il reste rien. Et donc, le langage généré par la grammaire, d'accord, c'est rien ensemble vide. Voilà. Alors, là, j'ai réalisé un truc, en fait, c'est que vous avez du mal à écrire L de G égale à rien. Alors, c'est un peu bête, mais et la raison, j'ai compris ça profondément, c'est parce que rien, c'est quelque chose. Ça existe. D'accord? Souvent, les étudiants, quand j'ai le langage vide, ils disent ben, ça génère rien. Ouais, ça génère ensemble vide. C'est quelque chose, rien. C'est ensemble vide. Et c'est pour ça que souvent ça coince sur, je pense, en fait.
C'est un peu bête à dire, mais c'est une remarque que je me suis fait l'autre jour. Oui, rien, c'est quelque chose. Euh, alors, on a vu trois propriétés. La quatrième propriété, il n'y a pas de règle du type pas de règle du type M flèche N. Ah, bah oui, parce que finalement, ça sert à rien. C'est un peu comme si vous écriviez une fonction f de x qui renvoie à g de x où g a déjà été écrit, d'accord? Vous faites que repousser le travail à effectuer par m à un autre nom terminal n. Le travail qui fait n, m, il pourrait le faire directement, d'accord? Donc, il y a le théorème 10 qui dit on peut nettoyer. D'accord? Vous lirez la définition. Ça veut dire que pour. Ben, je vais mettre le théorème en rouge, tiens. C'est sympa de faire un couloir un peu. Théorème 10, on peut nettoyer en plus en temps linéaire. Attends. On peut nettoyer. Alors, je dis en temps linéaire, je ne suis pas sûr, mais je crois. En temps linéaire. Donc, pour l'étape 1, j'ai envie de prendre l'exemple. Je n'ai pas préparé d'exemple avant, mais on va faire sur un exemple plutôt que de réécrire le cours, c'est plus sympa. Donc, si je prends l'étape 1, c'est de faire que l'axiome n'apparaisse pas en membre droit. Donc, si je prends S flèche A, S, B, epsilon, vous voyez que S, il apparaît en membre droit, ça ne va pas. Donc, j'ai introduit une nouvelle règle S' flèche S, et ensuite S flèche A, S, B, ou epsilon. Et voilà, c'est aussi bête que ça, d'accord? En introduisant un nouvel axiome, S', j'ai plus d'axiome en membre droit, parce que c'est S' le nouvel axiome, il n'apparaît pas en membre droit, d'accord? Ah, mais par contre, j'ai un autre problème, j'ai la règle S flèche epsilon. Et dans ma deuxième propriété de nettoyage, il faut que le seul qui a le droit de réécrire epsilon, c'est S. Donc, il faut que je vire cette règle-là, d'accord? Alors, comment je fais? Eh bien, à chaque fois que j'ai un epsilon, à chaque fois que j'ai X flèche Y et Y flèche epsilon, je génère directement epsilon depuis X, d'accord? En fait, Monsieur, on voit pas très bien. Est-ce que vous pouvez un peu décaler, s'il vous plaît? merci, excusez-moi, j'ai mal dormi cette nuit. Donc, on peut même mettre une étoile, hein, ici. Si X génère Y en plusieurs pas de dérivation, merci de m'avoir fait remarquer, hein. N'hésitez pas à m'interrompre parce que Pas de souci, monsieur. si j'écris en dehors de la caméra, c'est quand même très bête. Euh, donc, X génère Y en plusieurs pas de dérivation. Non, même pas. Ça peut être, ouais, ça peut être même U, Y, V, d'accord? Moi, j'aurais écrit ça. Si X génère U, Y, V et V, Y génère epsilon, bah, je peux virer epsilon en remplaçant directement Y par epsilon, d'accord? Donc, j'obtiens X génère UV. Alors, je remonte les epsilon. Donc là, j'ai S flèche epsilon et S' flèche S. Ça va me donner, ça c'est l'étape 1. Ça va me donner l'étape 2. S' plus epsilon. Je vais remonter l'epsilon jusqu'au S' en fait. Et ça, j'ai le droit. S' plus epsilon ou ASB. D'accord. Non, ou S, excusez-moi. D'accord. Mais Et alors, monsieur, ceci, oui.
Dans S donne ASB tout en haut, on n'utilise jamais S'. Pourquoi on a dit qu'il existe S'? J'ai introduit S' comme un nouvel axiome à l'étape 1. D'accord? Parce que ma propriété 1 de nettoyage, c'est que l'axiome ne doit pas apparaître en membre droit. Donc, pour faire ça, j'ai introduit un nouvel axiome. C'est aussi bête que ça. Ok, d'accord. Comme je l'ai introduit, il n'apparaît jamais en membre droit. Je viens juste, il est tout neuf, quoi. Je le mets juste en membre gauche en disant S' flèche S. D'accord? OK. Alors, il faut aussi que je vire le S dans le S d'un ASB, j'applique aussi ce principe-là, d'accord? Donc, j'obtiens S flèche AB. D'accord? J'ai une règle aussi S flèche AB. Excusez-moi, c'est un petit B. Et S flèche ASB. J'ai 4 règles. Et ça vérifie bien que c'est juste epsilon qui apparaît en membre droit. OK. Alors après, le step d'après, c'est d'enlever les règles M flèche N. J'en ai une comme ça là-dedans, ça tombe bien. Ouais, en fait, c'est le quatrième step, mais bon, je le fais en troisième step. Parce qu'il n'y a pas de productif. Ils sont tous utiles, ces symboles, là, de toute façon. Hein. Donc, j'ai pas enlevé de non productif. Mais juste pour, entre nous, hein, pour enlever les atteignables et les productifs, vous pensez qu'on va faire comment? Pour enlever les non atteignables ou les non productifs, comment est-ce qu'on va faire? On va faire. Comment est-ce qu'on fait pour enlever les non atteignables? Ben, on va marquer les atteignables. Comment est-ce qu'on marque les atteignables? Quel est le non terminal qui est atteignable facilement depuis l'axiome? S. Oui, c'est ça, l'axiome. Ouais. L'axiome lui-même, parce que atteignable, c'est plusieurs pas de dérivation, donc on peut considérer zéro pas de dérivation, d'accord? Donc S est atteignable. Et après, quels vont être les non terminaux qui seront atteignables ensuite depuis S? On va regarder quoi? On va participer un peu, c'est sympa, non? Si je balance mon cours comme ça, là, par exemple, dans ma grammaire, les non terminaux, au début, je mets S', parce que c'est S' mon axiome. Le non terminal de l'après, ça va être quoi, celui que je vais mettre? Ça va être S. Oui, ça va être S, oui. Les non terminaux qui apparaissent dans le membre droit qui réécrivent l'axiome, et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on va rentrer des nouveaux noms de terminal atteignables, on va considérer tous les membres droits, on va les rajouter de proche en proche, d'accord? C'est exactement comme le même principe que le calcul des atteignables dans un automate est infini. Hein. On démarre l'état initial et on rajoute les états qu'on peut atteindre immédiatement, et ainsi de suite. C'est un algorithme, ça s'appelle un algorithme de type inondation, il me semble, d'accord? Flood. Hein, ça se propage de proche en proche. Et bien, pareil pour le productif. D'accord. Quels vont être les non-terminaux productifs de façon immédiate? Ça va être les non-terminaux tels que le membre droit. Par exemple, là, qui c'est qui est productif? Ben, c'est S, parce que ce membre droit, il contient que des terminaux. D'accord. Donc, trivialement, S, il est productif. Il peut être éliminé, il peut être remplacé par que des terminaux. D'accord. S' aussi, puisqu'il va être remplacé par epsilon. Mais sinon, si on n'avait pas S' plus epsilon, S' plus S, ça suffirait à savoir qu'il est productif, puisque S est productif. D'accord. Donc, Donc, le pareil, monsieur productif, c'est qu'on a que des terminaux à droite de l'axiome. bon, je vais écrire la définition productif. N est productif. D'accord. Si N peut se réécrire en U, d'accord, où U appartient à sigma T étoile. Si N peut générer un mot de terminus. D'accord. Je l'ai dit oralement, mais Et atteignable, c'est quoi, s'il vous plaît? oui, bien sûr. Atteignable.
si il existe UV de sumo tel que S en plusieurs pattes de dérivation U, N, V. On peut générer l'élément terminal depuis S. D'accord, depuis l'axiome. D'accord, merci. Merci à vous pour me faire préciser les trucs. Donc là, tous les terminaux sont productifs et atteignables. Donc il ne reste plus qu'à virer les règles du type le M flèche N. Il y en a une, c'est S' flèche S. Et la façon dont on les vire, c'est on calcule les paires Mn telles que M se réécrivent en N en plusieurs pas de dérivation. D'accord. Et après, pour chaque règle N flèche on ajoute la règle M flèche U. Et on en a toute la règle M flèche N. C'est un peu comme le epsilon, c'est-à-dire que je le fais sur l'exemple, c'est sur l'exemple qu'on voit bien, d'accord? Là, j'ai une règle S' flèche S, donc je vais aller un pas plus loin. Je vais regarder tous les membres droits que peut générer S. D'accord, c'est celle-là que je bosse sur celle-là, d'accord? S, il peut générer AB ou ASB. Donc, je vais remplacer S' flèche S par S' flèche AB ou S' flèche ASB. D'accord? Ça me donne ça. La version 4. Donc, la version 3 est égale à la version 2. Tout est atteignable productif. Et la version 4, après la simplification, de simplification, j'obtiens S' flèche epsilon, S' flèche AB, S' flèche ASB, S flèche AB, S flèche ASB. On dirait qu'elle est devenue plus compliquée, il y a plus de règles. Mais elle vérifie qu'elle est propre. Voyez. Parce qu'il n'y a plus de S' flèche S. C'est normal, ça devient plus gros parce que S' flèche S, ça permettait de faire des factorisations. Hein. Il était là, le S'. Oui, il était écrit. Il y a des questions, ça va? Donc là, ce que j'ai viré, d'accord, c'est on a viré S' flèche S. D'accord. On garde tous les membres droits de S, AB, ASB, et on remplace S' flèche S par S' flèche AB, S' flèche ASB. On va un pas plus loin, si vous voulez. Donc là, en gros, on a nettoyé l'axiome, quoi. On l'a nettoyé. L'axiome S'. On a nettoyé la règle S' flèche S. On a viré, parce que c'est pas très utile, ces règles, ce ne sont pas des règles qui sont très utiles. On se rend compte qu'on peut les virer, d'accord? C'est pas des règles très utiles. Si vous avez une fonction, si vous écrivez en Java une fonction f, et dans le corps de la fonction f, vous écrivez renvoyer G. Plutôt que d'appeler f, vous pouvez appeler G directement. Parce que f, il fait que appeler G, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Pourquoi s'ennuyer à remplacer S' flèche S, d'accord? On n'a qu'à directement réécrire tous les membres droits. Ça veut dire S' flèche S, ça veut dire que c'est équivalent à dire que tout ce que fait S, S' peut le faire. S, il serait écrit en ASB et en AB, ben, il n'y a qu'à écrire que S' peut générer aussi AB et ASB, comme ça on n'a pas besoin de S' flèche S. C'est bon là? That's good, Johnny be good.
ça, c'est des manipulations qui vous mettent à l'aise avec les grammaires. Euh, vous lisez le cours plus en détail. En fait, maintenant que j'ai le cours dans les mains, je trouve pas ça très productif de répéter dans le cours ce qu'il y a dans le cours. Mais c'est vrai que je vais un peu vite peut-être. Hein. C'est bien de m'interrompre. Hein. Euh, Mathilde Lassaigne. Elle est propre parce qu'elle vérifie les 4 propriétés. D'accord. Qui sont là. L'axiome n'apparaît pas en membre droit. L'axiome est le seul à générer epsilon. Il n'apparaît pas en membre droit. D'accord. Apparaissent dans U. Les terminaux sont tous atténués et productifs. Et il n'y a pas de règle du type inflation, où on remplace un nom terminal par un autre. Bah, le premier truc qu'on a fait pour ne pas avoir l'axiome en membre droit, c'est de rajouter un nouvel axiome S'. C'est S' l'axiome maintenant dans la grammaire. On fait souvent ça, de manipuler les axiomes. Hein. Quand on était dans une boîte d'état fini, on faisait souvent rajouter des nouveaux états initiaux. Maintenant, on bricole avec les axiomes, d'accord. On définit 2 grammaires d'axiomes S1, S2, et puis après, on construit une troisième avec un nouvel axiome, un troisième axiome qui utilise les axiomes S1 et S2. Hein. En fait, monsieur, moi, ce qui me faisait bugger, c'était que juste au-dessus, on avait un S qui donnait ASB ou epsilon, et après ça, on l'a plus utilisé. Donc, je pensais qu'on part. Oui, c'est la grammaire initiale qu'on nettoie. Ça, c'est la grammaire à nettoyer initiale. D'accord, elle est plus simple, effectivement. Hein. On la connaît bien. Je l'ai pris celle-là parce qu'on la connaît bien, cette grammaire, on la voit souvent débarquer. D'accord. La raison, c'est qu'elle présente plein de bonnes propriétés, cette grammaire. Hein. Elle est excellente, cette grammaire. Elle est très simple et en même temps, elle pose beaucoup de problèmes. Elle illustre beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, j'aime bien bosser toujours avec une grammaire, moi. Plutôt que de prendre des grammaires compliquées où on ne voit pas ce qui se passe. D'accord. Cette grammaire-là, elle est géniale. J'adore. Hein, parce que sa simplicité frappe l'esprit. Quoi. Plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre. Après. C'est la grammaire qu'on nettoie. Elle ne vérifie pas du tout les règles de propreté. Parce que l'axiome, il apparaît en membre droit, ASB. D'accord. Bon, pour ce qui est de l'epsilon, ça va, mais dès qu'on prend un nouveau l'axiome, ben, du coup, tu ne vérifies plus l'epsilon. D'accord. Pour ce qui est inflation, ça va, mais après, comme on a introduit un nouvel axiome, ben, on a une règle du type inflation. D'accord. S' fléchesse. C'est une règle du type je remplace un nom terminal par un autre. D'accord. Donc, en fait, tous les problèmes qu'on souhaite résoudre, ils apparaissent. D'accord. Sauf le problème d'atteignabilité et de productivité. C'est pour ça que je vous ai donné un autre exemple ici, bizarroïde, d'accord, hein, où n, il n'est pas productif, et ensuite on se rend compte, une fois qu'on l'a enlevé, que m, il ne va pas être atteignable. Mais S', c'est l'axiome, il est atteint de base. L'étape 3, c'est enlever. L'étape 3, c'est. Il faut les enlever, en fait. L'étape 3, elle dit, la condition de propreté 3, elle dit que tous les terminaux sont utiles, et à la fois atteignables et productifs. C'est ça l'étape 3. Baptiste Maquet. Et monsieur, l'étape 1, c'est toujours créer un nouvel axiome qui part vers l'axiome de départ, c'est ça? L'étape 3, Non, l'étape c'est 1, enlever. c'est toujours créer un nouvel axiome où le membre droit et la grammaire est nettoyée. Bon, toutes bisous, bonne journée. L'étape 1, on met un nouvel axiome pour être sûr que l'axiome n'apparaît pas en membre droit. Bon. On va... c'est bon pour le nettoyage, là? Vous êtes des experts nettoyeurs. J'ai encore une question, moi. Juste, là, justement, pour l'étape 3, qu'est-ce qu'on a fait sur ce langage? Parce que, enfin, là, Cette pratiquement grammaire, il n'y tous avait les rien à intervenants. faire.
Ouais, on est d'accord. Ok, d'accord. Ouais, voilà, c'était ma question. Il Ok. n'y avait rien à faire. Ça, je viens de montrer une autre où il y avait quelque chose à faire, d'accord? Ok. Et du coup, Le- c'est quelle étape de nettoyage d'enlever les N flèches N prime? Enfin, d'enlever les non terminaux, flèches non terminaux. Répétez. Je demandais, enfin là, on voit à gauche c'est les trois règles pour décrire une grammaire nettoyée. Et là, ça correspond à quelle règle? Celle d'enlever euh, toutes les, euh, toutes les règles de dérivation qui consistent en n flèche n prime. Enfin, un non Voilà. terminal, Ouais. C'est flèche la un. propriété 4. C'est la 4 qui est là. Bah, c'est la quatrième Ah, ok, règle. d'accord. Ah, ok, ok, d'accord. Je Elle est l'avais marquée en haut à droite parce que j'ai plus de place ici. Donc, je l'ai marquée pas. Ok, en haut. ouais, pas de mal, pas de souci. Je vais trop vite. Hein, puis, ouais. Ouais. J'ai l'habitude d'aller un peu vite, puis j'ai l'habitude de commencer un peu en avance. C'est un peu les névroses. Ça oblige. Comment dire? C'est une névrose que je tiens de mon père. Ça oblige un peu les étudiants à arriver à l'heure. J'espère que les étudiants vont arriver à l'heure ensuite, en se disant, bah tiens, le prof, il commence en avance, on va être à l'heure. Mais en fait, c'est un peu... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a nettoyé les automates d'état fini, on s'en est servi pour ensuite montrer des propriétés de décidabilité. C'est un mot dont vous avez besoin de connaître le sens. Décidabilité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on utilise ce terme pour parler de problèmes où l'input ressemble à un programme. Alors, je dis bien, j'y ressemble, ça vous choque, peut-être exprès, je ne sais pas. Ressemble à un programme. C'est-à-dire, ben, attendez, je vais intervenir au niveau de... Il y a un problème de micro, là, je vais intervenir. Voilà, c'est bon. Voilà. J'ai muté quelques personnes, hein, je m'en excuse, parce que ça avait du bruit. Hein. Vous pouvez reprendre le micro après. Hein. Euh, donc, ressemble à un programme. Bah, par exemple, un automate. D'accord? Une grammaire. Ça, c'est des inputs qui sont. Donc, l'input ressemble à un programme. Il est donc. C'est des inputs compliqués. D'accord? Par exemple, pour fixer les choses. Est-ce que vous imaginez vous-même, là, comme vous êtes là, écoutez ce que je baratine là. Est-ce que vous imaginez vous-même, là, maintenant, de faire un programme en Java, parce que vous connaissez Java, c'est un langage qui permet de faire des choses, qui prend une grammaire et qui vérifie si elle est propre ou pas? Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir d'abord avoir une structure de données pour stocker les règles de la grammaire, bon, en gauche, en droit, tout ça. Et chaque fois, il va falloir itérer sur les règles, regarder. D'accord. Mais vous allez pouvoir le faire. Ça va vous prendre à l'après-midi, ça va vous prendre 2 jours, ça va vous prendre 3 heures si vous êtes très bon en Java. Ça vous prend un certain temps. Mais vous allez pouvoir le faire. D'accord. Alors, et c'est ça qui. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Une question qui répond par oui ou non. D'accord. Donc, est-il décidable, donc, j'ai une grammaire à un automate. Est-il décidable de savoir si G est propre? Bah oui, c'est décidable, d'accord? Vous allez itérer sur les 4 règles qu'on a vues tout à l'heure, là. Est-ce qu'il y a l'axiome et un membre droit? Est-ce que c'est le seul à générer epsilon? Est-ce qu'il y a des atteignables? Est-ce que tous les symboles sont atteignables? Est-ce qu'ils sont tous collectifs? Ça va faire un certain boulot à faire. Après, vous allez répondre oui, c'est propre. Non, c'est pas propre. Donc,
ça fait classe, si vous voulez, plutôt que de dire, est-ce qu'il existe un programme en Java qui prend en entrée une grammaire et qui répond oui, elle est propre ou pas, elle n'est pas propre, qui est long à écrire. Enfin, je vous l'ai expliqué pour que vous compreniez. Mais plutôt que de dire ça, on dit, est-ce que propre est décidable? Vous voyez, ça fait juste 4 mots. D'accord? Propre, c'est le problème, on l'appelle propre, parce que ça résume bien le problème, hein, propre, et décidable. Et voilà, en juste 3 mots, on a dit qu'on peut, si on le souhaite, écrire un algorithme qui répond oui, c'est propre quand c'est pas propre. Bah, ça, c'est une chose que propre et décidable. C'est facile, enfin, vous l'imaginez. Je pense que tout ce temps que vous êtes là, hein, on a passé un certain temps sur ces 4 règles-là. Je pense que vous avez le niveau pour faire ça, pour écrire ce programme Java. Vous l'imaginez en tout cas dans votre tête. Hein. Après, de programmer, c'est une autre histoire. Faut maîtriser les objets, il faut maîtriser Java, les points-virgules, la syntaxe, tout un beans, quoi, d'accord? Et ça nécessite d'être un peu familier, d'avoir un peu d'expérience en Java, d'accord? Si vous avez l'expérience, ça va vite. Hein. Un type qui touche en Java, il peut programmer ça en 20 minutes. Hein. Bon, mais propre, c'est facile parce que il y a juste des propriétés à vérifier. D'accord? Et comme elles sont décrites, on voit qu'elles sont vérifiables. Donc, c'est même pas de dire que propre est décidable, on pourrait dire que c'est trivial. D'accord? C'est trivialement décidable parce que c'est décrit par des propriétés. D'accord? Il suffit de les vérifier. Donc, je ne poserai jamais une question comme ça en partiel, ce serait la triche. Ce serait de la triche. D'accord? Si je posais une question comme ça partielle, ça voudrait dire que je renonce à mon métier de prof, je n'ai rien appris. Quoi. Non, par contre, ce qui est difficile à répondre, c'est est-ce que rendre propre est décidable? Non, est-ce que rendre propre est décidable? Ben, ouais, on peut dire que c'est trivial aussi. Pourquoi on peut dire que c'est trivial? Ah non, c'est moins trivial. Pourquoi je dis que c'est moins trivial? Ben, parce que là, il fallait juste vérifier les propriétés. Là, il faut comprendre dans le détail l'algorithme qu'on a illustré sur cet exemple. Vous avez eu du mal. On est passé de 1 à 2, à 3, à 4, d'accord? Il faut faire toutes ces étapes. D'accord? Il faut les programmer. Une fois de plus, vous saurez faire. C'est algorithmique, d'accord? Mais c'est moins évident, d'accord? Maintenant, si je vous demande, est-ce qu'il est, soit j'ai une grammaire, alors on commence toujours comme ça, d'accord? Soit j'ai une grammaire, d'accord? Une grammaire, est-ce que le problème du vide, ce qu'on appelle le problème du vide, on dit problème, d'accord, avant, pour bien. Ça veut dire qu'il y a une question qu'on se pose, d'accord? C'est quoi la question que se pose dans le problème du vide? On se pose la question, est-ce que L de G est vide? C'est une question qui a l'air super con. Hein. Est-ce qu'il y a des mots dans le langage, vous voyez? Est-ce qu'on peut y répondre? Alors, ben, la réponse, est-ce que c'est décidable? Est-ce qu'il existe un algorithme qui va répondre, d'accord? Donc, donc, on dit le problème du vide est décidable pour l'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un algo qui prend une grammaire et qui répond oui, le langage qui génère est vide, non, il n'est pas vide. Et bien là, ce n'est pas trivial de répondre. D'accord? Parce qu'il faut imaginer un algorithme. Et quand on imagine les algorithmes, ben, vous êtes dans le domaine de la programmation quelque part. Vous changez votre fusil d'épaule, vous passez de langage formel à programmation. Et pour programmer ça, il faut combiner des programmes qui existent. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez d'abord faire 2 steps. Le step 1, il est compliqué. D'accord? Step 1, vous allez nettoyer. Et ça, vous savez faire parce que c'est décidable de nettoyer. D'accord? On peut prendre une grammaire et en donner une version propre. Et après, le step 2, c'est très bête, d'accord? C'est pour ça que c'est marrant, d'accord? On regarde s'il reste un truc. On regarde s'il reste quelque chose. Je l'écris exprès un peu familier, d'accord? Parce que je trouve ça marrant, d'accord? Est-ce qu'il reste quelque chose? Parce qu'en fait, la seule grammaire propre qui génère le langage vie, c'est la grammaire où il n'y a plus rien. D'accord? C'est assez facile à voir, d'accord? Donc, une fois qu'on a nettoyé, s'il reste des règles, ça veut dire que le langage n'est pas vide. Ça n'arrive pas, ça veut dire que je parle un peu vite. Hein, ça va, là, tout le monde a compris?
Pas trop, est-ce que vous pouvez répéter les stats, s'il vous plaît? C'était un peu rapide. J'ai trop vite, là. J'ai un programme à tenir, là, 9h37. Non, ah non, j'ai jusqu'à 10h30, ça va. Oui, je répète un peu. Une grammaire qui génère le langage vide et qui est propre, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle dedans. Parce que dès qu'il y a une règle dedans, ça veut dire que les symboles, ça veut dire qu'il y a des noms terminaux qui sont productifs. Enfin, à la limite, il peut y avoir la règle S plus epsilon. Non, non, ça va générer le mot vide, hein. D'accord. Dès qu'il y a une règle dedans, ça veut dire qu'il existe un nom terminal productif et atteignable. Et ça veut dire qu'on va pouvoir générer des mots. C'est juste, là, ce qui nous intéresse en l'occurrence dans la propreté, c'est juste que tous les terminaux sont utiles, d'accord. Tous les noms terminaux sont utiles. D'accord. Parce que, bon, j'explique pourquoi, d'accord. La seule grammaire propre, la seule grammaire propre qui génère euh, euh, aucun mot et celle qui n'a pas de règle. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez dire par qui n'a pas de règles? Ben, il n'y a pas de règle. Quand vous écrivez une grammaire, mettons, vous écrivez la grammaire, vous dites sigma n, sigma t d'abord, sigma n, axiome et règle. D'accord. Axiome, c'est par une règle, par exemple, c'est S plus epsilon. Ben, rien ne vous empêche de dire il n'y a pas de terminaux, il y a juste On voit pas bien, l'axiome. monsieur. Il n'y a pas de terminaux, il y a juste l'axiome comme nom terminal et il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est un ensemble, il doit être vide. D'accord. Rien n'empêche cet ensemble d'être vide. De la même façon que rien n'empêche dans un automate de ne pas mettre des tafinos. D'accord. Si vous avez cette grammaire bizarroïde de tout à l'heure, là, hein, qui vous choque, je fais exprès de vous choquer pour. Euh, Là, c'est une grammaire avec deux règles. Ben, en un coup d'œil, vous voyez que ça, tous les noms terminaux vont foutre le camp et une fois qu'on aura nettoyé, il n'y aura plus de règles. D'accord. Vous le voyez en un clin d'œil. Parce qu'il y a juste, deux règles. C'était ça, c'était M flèche A. Il y a juste deux règles, là, vous le voyez tout de suite, d'accord. Maintenant, imaginez que d'avoir deux règles, j'ai 10 000 règles. Vous ne verrez pas d'un coup d'œil que toutes les règles foutent le camp en nettoyage. Ça ne va pas être facile de répondre que le langage est vide. Il va falloir nettoyer pour de bon. Et là, vous allez virer toutes les règles, vous allez vous rendre compte que la grammaire génère bien le langage vide. Ça va? Très bien. Ouais, mais là, on a dit que les règles, c'était l'ensemble vide juste à droite, là. Mais alors qu'on avait deux règles à gauche, comment ça se fait? Elles vont foutre le camp en nettoyage, ces deux règles-là. Parce que M, il n'est pas atteignable et N est pas productif. N n'est pas productif. Et quand on vire cette règle, N ne devient pas atteignable. Ah, ok, donc vu qu'en nettoyant, on a supprimé ces deux règles-là, Voilà, c'est ça. C'est quand on nettoie qu'on vire les règles au fur et à mesure. ok. Nettoyer, ça veut dire virer des règles aussi, hein. Dès que vous virez un nom terminal, il faut virer toutes les règles qu'il utilise. Sinon, c'est plus possible. D'accord. Un peu abstrait tout ça, hein. Alors, d'autres problèmes. Hmm. Je parle de décidabilité parce que c'est une notion qu'on va voir en détail dans la troisième partie du cours, quand on va faire la machine de Turing. Et mon objectif en vous en parlant dès maintenant, c'est de vous sensibiliser à ces notions qui sont des notions quand même centrales dans l'informatique, hein. C'est pas du, comment dire, c'est vraiment des trucs centrales, hein.
que vous ayez quelques notions d'informatique solides dans des bases, quoi, des bases pour vous repérer si un jour vous faites un peu de la théorie. D'accord. Si on veut savoir, que. Alors maintenant, il y a le problème un problème de l'infinitude. D'accord. Donc, on a eu le problème du propre, le problème de rendre propre, le problème du vide, le problème de l'infinitude. C'est quoi? D'accord. Est-ce que L de G est infini? Bon, si vous voulez savoir que le langage généré par automate est infini, vous faites comment? On a déjà répondu à cette question, mais je souhaite que vous me le redisiez. Vous pouvez prendre le micro. Hein. Vous n'avez pas trop de bruit en fond. On regarde s'il y a une boucle. Voilà. Bon, allez, s'il y a une boucle, dès qu'il y a une boucle, on va pouvoir prendre la boucle autant de fois qu'on a envie, ce sera infini. Alors, pour une grammaire, toujours le même, là, rester en ligne. C'est Koslov qui parle là? Non, c'était moi. J'arrive pas à voir Baptiste. qui parle. Baptiste, ouais, je sais pas, parce que j'ai pas encore compris comment faire pour voir qui c'est qui parle. Donc, quand je partage l'écran, je sais, mais. Alors, pour la grammaire, monsieur Baptiste, comment vous allez faire pour savoir si le langage est infini ou pas? Du coup, notamment si on a si on va par exemple avoir, prenons un symbole non terminal, je sais pas, A, et que A va aller, qui va se retrouver encore une fois à droite. Qu'on va avoir ce même symbole à droite, on sait qu'on va pouvoir boucler. Une règle récursive. C'est ça. Une règle récursive. Si dès l'instant, on a une règle récursive. Alors, il faut regarder parce que la récursivité peut se voir à travers plusieurs règles. On peut aussi avoir A qui serait écrit en U, B, V, et ensuite B qui serait écrit en R, A, T. D'accord? Ça va prendre deux règles pour retourner sur A. D'accord? On va faire A, U, B, V, et ensuite B va faire R, A, T. Et là, on va avoir le cycle qui s'installe. Alors, c'est bien que je fasse ça parce qu'on va s'en servir plus tard, dans pas très longtemps, là, pour montrer la pompe. Donc, on a un cycle qui s'installe ici. On peut refaire ensuite le même machin, d'accord, à l'infini, autant de fois qu'on veut. D'accord. Donc, il faut repérer une récursivité. D'accord. Alors, dans un premier temps, je peux dire si, dans un premier temps, j'efface tout ça, hein, c'est bon, je pourrais expliquer. L de G est infini. Je donne une explication en compréhension que m'a donné monsieur Maquet. D'accord. L de G est infini si il y a une récursivité. Une récursivité. D'accord. Possiblement entre plusieurs règles. Possiblement plusieurs règles. C'est un peu comme de repérer un cycle dans un automate d'état fini. Hein. Est-ce que vous saurez le programmer, ça, monsieur Maquet? Si on part juste du principe, alors sur un programme ou une grammaire? Vous Si un savez programme est programmer décidable, en Java. En Java. Ok, mais en Java, on lui donne une grammaire. Oui, une grammaire. Du coup, il faudrait essayer de trouver un cycle, c'est-à-dire que, entre guillemets, Mm. on part d'un symbole, on essaie, entre guillemets, de parcourir les chemins vers où il peut nous amener, et si jamais, avec les chemins, on arrive à retomber sur le même symbole dans un chemin qu'on parcourt, ça veut dire on est sur un cycle, donc il y a une boucle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, monsieur Baptiste a donné une explication qui satisfait quelques-uns et qui laisse encore d'autres sur, comment dire, dans le doute. Mais un doute qui a commencé à fondre, d'accord? Monsieur Maquet, lui, il va pouvoir le programmer, ce truc-là, ça va lui prendre aussi un peu du temps, hein, parce que c'est quand même pas trivial à programmer, hein, mais il va y arriver. Alors, peut-être tout le monde n'y arriverait pas dans ce groupe-là, parce que c'est quand même un peu difficile à faire. Je pense que tout le monde y arriverait, mais en plus ou moins de temps, d'accord?
il faudrait qu'ils commencent par regarder sur Internet un peu l'algorithme pour détecter un cycle, d'accord? Ce pas des algorithmes très compliqués, mais enfin, faut quand même les maîtriser, quoi. Donc voilà, il a répondu à la question, d'accord, l'infinitude est décidable. Enfin, on n'a pas répondu, il faudrait faire le programme, il faudrait le décrire. Mais si, on peut considérer qu'on y a répondu à un haut niveau. On est convaincu, d'accord? Parce que chercher un cycle, bon, bah, c'est clair, c'est algorithmique comme truc, hein. Donc on a répondu, mais pour vraiment bien répondre, il faudrait le programmer le truc. Mais bon, parce qu'on va pas se compliquer. On va pas se compliquer la vie à faire ça quand même, hein. On a autre chose à faire. C'est un cours de langage formel, c'est pas un cours de Java, d'accord? Infinitude est décidable. Voilà ce qu'on a montré. Donc, vous voyez, quand je pose un problème de décidabilité, vous voyez un peu le raisonnement qu'il faut faire. J'espère que avoir passé suffisamment de temps là-dessus pour que ce soit devenu à peu près clair. Alors, est-ce que tous les problèmes sont... Alors, il y a un autre problème de décidabilité que vous avez vu l'an dernier, c'est pour ça que j'en parle. Alors, je suis curieux de voir si vous l'avez intégré ou pas. Donc, là, je pose la question à la classe, encore une fois. Le problème du mot, on appelle ça le problème du mot. En fait, c'est M. Rosas qui m'a donné ce problème, enfin, qui m'a enseigné l'appellation de ce problème. Soit M, un mot. On considère un mot, d'accord? Et on se pose la question, est-ce que M appartient au langage de la grammaire, d'accord? Et j'ai une grammaire, d'accord? On se demande si un mot en particulier peut être généré par la grammaire. Ben, quelque part, c'est un peu le problème de reconnaissabilité, hein. On se posait la question dans la première partie du cours, est-ce qu'un mot appartient au langage généré par un automate? D'accord? S'il est déterminé, c'est facile, on suit les états jusqu'au bout. S'il est non déterminé, c'est moins évident, parce qu'il faut chercher juste un chemin parmi plusieurs chemins possibles. D'accord? Donc, on va commencer par déterminiser, ça va être ça l'algorithme. Maintenant, c'est pour savoir si le mot est reconnu ou pas. Maintenant, pour une grammaire, est-ce qu'un mot donné, étant donné une grammaire et un mot, est-ce qu'il appartient à un langage? Alors, vous pouvez répondre. Vous êtes armé, vous avez les outils pour répondre, parce que vous avez vu ça en pile, vous avez vu un certain algorithme. Hein, on a passé toute une séance de TD à avoir cet algorithme. Est-ce que vous en souvenez? Je pose la question. Oui. Je peux répondre? Yes. Du coup, oui, on peut le savoir avec l'algorithme SIC, donc Cook-Younger, je me souviens plus de la suite. Le dernier mot m'échappe. Et du coup, Ouais. c'est un algorithme avec une matrice diagonale qui nous permet de savoir C'est si ça. un mot en particulier appartient à une grammaire. Oui, c'est décidable. D'accord? L'algorithme CYK, d'accord? Il s'appelle CYK parce que c'est trois mecs qui l'ont inventé en même temps. Cook, Young et je ne sais plus qui non plus. Cook, C comme Cook, Y comme Young et K comme quelque chose. D'accord? Et c'est en complexité la taille de la grammaire au cube. Donc, il est méchant. La complexité est méchante. C'est une des raisons pour laquelle ce n'est pas du tout ce genre d'algorithme qu'on utilise pour faire de la compilation. Parce que pour faire de la compilation, vous avez fois la taille. Non, attendez. Non, j'ai une connerie, c'est la taille du mot. La taille du mot au cube, fois un truc avec la grammaire, je ne sais plus c'est quoi, mais la taille du mot est élevée au cube. Donc, si vous avez un programme de 1000 tokens, ce qui est très courant, vous écrivez un programme de calcul, ça fait rapidement 1000 tokens. D'accord, 1000 au cube, ça va faire 1 milliard, d'accord? Et donc, ça ne va pas être faisable, d'accord? Donc, c'est pas du tout. On va avoir des algorithmes, des méthodes pour répondre à ça beaucoup plus efficaces, d'accord? En O2M, en linéaire, la taille du mot. Car nous sommes des étudiants de L3 et en L3, on fait des choses plus efficaces qu'en L2. Donc, pour finir les histoires de décidabilité, je vous mets l'eau à la bouche en vous citant un exemple de problème non décidable pour que vous ayez déjà une idée que ça existe. Il existe des problèmes qui sont indécidables auxquels on ne peut pas répondre par algorithme. Non seulement il en existe,
mais ce sont des problèmes familiers que vous avez l'habitude de considérer. Plus précisément, le problème dont je parle, c'est le problème de savoir si une grammaire est ambiguë. L'ambiguïté, le problème de l'ambiguïté. Choisir une grammaire est-elle ambiguë? Indécidable. Vous voyez, je ne prends même pas la peine de dire le problème de savoir si une grammaire est ambiguë est indécidable. Je me la joue prof. Je dis l'ambiguïté est indécidable. Parce qu'indécidable, c'est un adjectif. Donc, on peut le mettre à côté d'un nom. Le machin et, vous voyez, et quand on dit ça, bah, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, l'ambiguïté de quoi? Bah, d'une grammaire. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Si elle est ambiguë ou pas, la grammaire? Eh bien oui, bah, ce problème-là est indécidable. Vous voyez, c'est ça qui était élégant avec le terme décidable, indécidable, c'est qu'on peut faire référence à des choses de façon très concise, d'accord? On va le démontrer en TD. D'accord? On va démontrer ça en TD, vous allez voir, c'est sympa à faire parce que c'est quand même un résultat assez comment dire, avancé. Donc, on sera en mesure de le faire en TD. Donc, si vous voulez savoir qu'une grammaire est ambiguë, eh ben, il faut réfléchir au cas par cas. C'est ça que ça veut dire. Quand un problème indécidable, ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode générique pour le résoudre, de méthode systématique. Il faut faire appel à votre intelligence à chaque fois, d'accord, pour être en mesure de savoir si une grammaire donnée est ambiguë ou pas. Il va falloir utiliser les propriétés de cette grammaire-là spécifiquement pour répondre. Oui, elle est ambiguë. Non, elle n'est pas ambiguë. D'accord? L'ambiguïté nécessite de l'intelligence. Ok, donc il me reste 35 minutes. Là, je passe à l'analyse lexicale. Donc, on va faire ça on va s'en servir dans le TD qui suit. Et vous avez déjà bossé un peu là-dessus l'an dernier, sauf que comme il y avait le Covid déjà qui était là, il y a des TP qui sont passés à la trappe. Donc, ça vous a un peu handicapé. Enfin, handicapé, c'est un peu limité vos connaissances en ce qui concerne l'analyse lexicale. Donc, c'est le premier step. Hein, premier step. Il faut bien avoir conscience que de ce step-là, de cette étape-là, quand on compile un programme, c'est ce premier step. Donc, on va voir ça un peu en détail. Hein. Donc, c'est un étape de découpage. C'est du découpage. D'accord. Donc, alors, je vais prendre, vous connaissez tous Camel, donc comme c'est un cours qui m'a été que j'ai pompé sur des gens qui faisaient Camel, c'est en Camel, c'est un peu bête, mais en même temps, vous connaissez Camel. D'accord. Donc, si j'écris fun, un programme en Camel X qui remplace, qui calcule X plus 1, c'est un programme tout con. D'accord. Ben, je vais écrire un truc plus compliqué, tiens, c'est trop simple. Toto, j'aime bien Toto. Toto plus 10, ouais, c'est nettement plus compliqué. Hein, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai une constante numérique qui porte sur. Même je vais mettre, tiens, moi, je vais très généreux, 10 000. Donc, j'ai combien de caractères là-dedans, hein, dans cette ligne de programme? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 3 espaces, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 caractères. Vous voyez, j'ai 25 caractères du code ASCII. Mais j'ai combien de tokens? Bah, beaucoup moins. Les tokens, ils sont. Alors, s'il y a un séparateur, s'il y a des espaces. J'ai un token. En fait, les tokens, ils sont là. Les espaces, ils foutent le camp. D'accord? Ça, c'est les séparateurs. Là, j'ai un token. Là, j'ai un token. Bon, là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de séparateur, histoire de varier les plaisirs. D'accord? On pourrait dire que le 10 000, il est collé sur le plus, parce que les séparateurs ne sont pas obligés. D'accord?
Hein, on peut arriver à séparer le plus du 10 000 sans écrire un espace entre le plus et le 10 000. Hein. Quand vous faites A égale A plus 10, vous pouvez coller tout ça, ça marche bien, d'accord? Vous pouvez mettre d'espace. Donc, j'ai combien de tokens? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokens. Vous voyez, il y a une réduction, ça divise par 4. D'accord? Donc, si vous avez un programme de 4000 caractères, d'accord, vous aurez 1000 tokens à peu près. Hein, ça divise par 4, on va dire. J'en sais rien, c'est un ordre d'idée. Hein. Ça se trouve, c'est pas ça en vrai. Quoi, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Il y a beaucoup moins de tokens que de caractères. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. La première étant que les tokens s'écrivent sur plusieurs caractères. Alors, il y a des points-virgules aussi. Je ne suis pas sûr qu'en Kaman, il y ait des points-virgules. Sans doute pas. Sinon, il serait dans mon... Ouais, on peut imaginer qu'il y a un point-virgule histoire de faire généraliser. Donc, les tokens prennent plusieurs caractères. Alors, Et si on a un point-virgule, c'est un token ou pas? oui. Oui, c'est pour ça que je le mettrai. J'ai envie de le mettre pour illustrer une autre sorte de token. Alors, il y a deux sortes de tokens principalement. Qu'est-ce que vous pensez alors, ouais, déjà, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sortes de tokens. J'ai suffisamment de recul pour, comment dire, pour vous enseigner les trucs comme ça me vient, d'accord. Deux sortes de tokens. Vous allez me dire pourquoi c'est des sortes différentes. Alors, la première sorte, c'est plus point virgule. Ouais, bon, si je mets des virgules, on dit. Comment dire ouais, je mets des virgules. Mais la virgule, c'est pas un token, c'est pour séparer mes trucs. Hein. Fun. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces tokens? Et l'autre sorte, c'est Toto et 10 000. Toto et 10 000. Vous allez me dire, c'est quoi qui les différencie? Prenez la parole. Bah, le premier, c'est arithmétique et le deuxième, c'est des variables. 10 000, c'est pas une variable. Hein. Des constantes, excuse-moi. Non. Oui, et Toto, c'est pas une constante. Oui, enfin, moi, c'est une première élément de réponse. Les premiers, c'est des tokens réservés. Oui, fun, c'est un mot-clé, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de 10 000, et si je compare 10 000 à 243, ou si je compare Toto à Tata? Est-ce qu'ils se ressemblent quand même, non? Non, c'est les paramètres. Non. 45, c'en a un autre. 33. Il y en a combien des tokens, des constantes? C'est infini? Non, c'est pas infini, Non. mais il y en a beaucoup. Ouais, remarquez si, c'est infini, ouais. Non, c'est pas infini en vrai, parce que une constante doit rentrer sur un byte sur 32 bits, d'accord? Vous ne pouvez pas écrire. Essayez d'écrire 1, 0, 0, 0 avec 30 zéros, vous allez voir, ça va merder, quoi. Je pense. Faut voir, mais je pense que oui. Mais il faut voir. Hein. Si vous écrivez un entier, ça risque de merder quand même. Mais il y en a beaucoup. Et là aussi, il y en a beaucoup, d'accord? Et vous essayerez ça, enfin, sa machine, vous essayerez des identifieurs avec 50 lettres, ça marche. Mais il y en a beaucoup et ils se ressemblent. Alors que là, il y en a pas beaucoup. Et c'est surtout qu'ils ne se ressemblent pas. Ils ont chacun une fonction spécifique, d'accord? Tout ça, c'est des entiers. Et s'ils se ressemblent, qu'est-ce qu'on va dire que c'est comme. On va distinguer, on va dissocier la valeur. On dissocie, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Hein. On dissocie une classe et une valeur, d'accord? Un token, c'est ces deux trucs-là, d'accord? C'est une classe plus une valeur. Donc, la classe ici, ça va être
classe égale, bon, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Classe égale, vous l'appelez comment cette classe-là? Comment vous appelez ces trucs-là là? Ça a été dit tout à l'heure. Une constante? Oui. Alors, comme on aime bien écrire des trucs petits, on n'écrit pas constante, on écrit CTE. D'accord? Parce que constante, ça s'écrit sur cette lettre. Et comme les tokens, ça ressemble un peu à C quelque part, vous allez voir, on va voir ça tout de suite. C'est en fait des éléments d'un alphabet. On préfère écrire ça petit pour rappeler un peu l'essence que ça a d'être un peu des éléments d'un alphabet. Et quand on dit alphabet, on pense plutôt à une lettre. Alors, constante, c'est vrai que c'est écrit sur 3 lettres, mais enfin, comme c'est un peu ramassé sur lui-même, ça ressemble un peu à une lettre. Et ça va être quoi alors, Toto, Tata? Une classe? Comment vous appelez ça? Toto, Tata, Titi, Tutu. Une variable? Ça peut être aussi un nom de fonction. Oui, j'y ai aussi pensé, ouais. Un identifiant? Oui, exact. Alors, repérez bien ça, d'accord? Parce que c'est utile. Un identifiant. Et on note ça id, pour la même raison que tout à l'heure. Alors, c'est 2 classes qui sont super importantes. La classe identifiant, la classe constante. Parce qu'on en parle souvent. Et qu'elles sont très symptomatiques de ce qu'on rencontre. Parce que finalement, là-dedans, tous ces trucs-là, ils sont faciles. Point virgule facile, plus flèche facile. Ça, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est Toto et 10 000. Ça, c'est difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'il faut les différencier. Oui, il faut les repérer. Il faut repérer quand est-ce qu'ils s'arrêtent. Comment est-ce qu'on va faire ça, vous vous souvenez? Comment est-ce qu'on va savoir qu'il faut mettre une barre ici? Avec un automate, non? Oui, c'est ça. Oh, bah, je suis content. Oui, oui, c'est bien. Moi aussi. D'accord, on va mettre des barres en utilisant des automates. C'est un automate qui va mettre la barre, d'accord? Ce automate, il va être généré comment? Tu mets la barre. Et là aussi, pareil, d'accord? Là aussi. Bah, pour tout, c'est valable. Mais en fait, on a plus besoin pour ça. Comment est-ce qu'on va synthétiser, construire l'automate à partir de. Alors, synthétiser, ça veut dire. Enfin, synthétiser, ça veut dire construit. Bon, je ne sais pas comment dire. Mais c'est l'idée qu'il est construit automatiquement. Synthétiser, c'est un peu crétin comme mot. On va mettre construit à partir de. Comment est-ce qu'on construit l'automate qui reconnaît 10 000 Toto? À partir d'une. Vous me complétez quand vous le savez. Hein. À partir d'une exp. Pression rationnelle. Voilà. C'est une expression rationnelle. Dans votre compilateur, vous allez mettre que les identifieurs, c'est A, Z, grand A, grand Z, d'accord, suivi de 0, 9, petit a, petit z, grand A, grand Z, et donc. Ça va être pour les identifieurs. D'accord, pour les constantes, vous allez mettre 0,9 plus, dans ce goût-là, d'accord. Vous allez écrire des expressions rationnelles. Et en fait, c'était un sujet de devoir que je donnais, que je donne ces dernières années, d'accord. C'est comment, à partir d'une expression rationnelle, construire automatiquement un automate assez compact, assez efficace, qui va reconnaître les mots de l'expression rationnelle. D'accord, c'est pas très compliqué à faire. J'ai une question qui est, Ouais. qui est un peu technique. Si on prend par exemple en Java et que par exemple j'écris, je sais pas, je veux afficher un string, ce string, vu qu'au final en Java c'est une classe et que je peux appeler des méthodes sur ma chaîne de caractères entre guillemets, est-ce que c'est une constante ou pas? Parce qu'au final je peux très bien l'appeler, je peux très bien faire un substring qui la modifie. Est-ce que c'est le tout qui est une constante? Enfin, comment ça marche? Oui, ce qui va être une. Alors, c'est une constante, pas une constante numérique. Ça, c'est une constante numérique. Hein. Alors, il y a différents types de constantes Ah, dans ok. l'information. Il y a des constantes numériques, il y a des constantes flottantes. C'est déjà un bis, hein, les constantes flottantes, parce que ça peut être écrit avec une notation en virgule flottante. Hein, 10,
puissance moins 3, un truc comme ça dans ce goût-là, d'accord. Non, 0,1. Bon, et il y a des constantes chaînes de caractères qui vont être n'importe quoi entre une paire de guillemets, d'accord. Il y a aussi des constantes de caractères entre une paire de côtes. Donc, voilà, constante chaîne de caractères, c'est n'importe quoi s'il n'y a pas des guillemets entre des guillemets, d'accord. Donc ça va être traité comme une constante au niveau de l'analyse lexicale. Ouais, au niveau de l'analyse lexicale. Qui est la première étape. L'étape élémentaire. Élémentaire de chez élémentaire. Pourquoi élémentaire? Tout ce qu'elle fait, c'est de poser des barres. Non, elle fait autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre que poser des barres? Elle donne des noms aux tokens. Elle calcule les classes des tokens. Ouais, voilà. Et elle calcule aussi Si elle calcule la classe et la valeur. Oh. Quelle va être la valeur du token 10 000? Question 1000 francs. 10 000. Alors, le token 10 000, sa classe, c'est constante. Quelle est sa valeur? 10 000. Oui. Oui. Sauf que, alors, plutôt que 10 000, je vais prendre 16. Pourquoi je prends 16 à la place de 10 000? Parce que 16, c'est une puissance de 2, d'accord? Et donc, j'ai envie d'écrire, pour que ce soit clair, sa valeur égale 1, 0, 0, 0, 0. Pourquoi j'écris? Alors, attends. En 1, binaire? 2, 4. Oui, oui, parce que c'est du binaire, d'accord? Et il faut la calculer, cette valeur, d'accord? Comment je fais pour calculer en binaire 1, 0, 0, 0 à partir de 16? Il faut que j'écrive c'est égal à 1 fois 10 plus 6. D'accord. Il va falloir que je scanne les caractères un par un et que je reconstruise la valeur. D'accord. Ça, c'est pareil. Parce que ça, à la base, c'est une chaîne de caractères au départ. Ce n'est pas un nombre. D'accord. C'est écrit dans une chaîne de caractères. C'est vous qui l'avez écrit. Vous avez écrit le caractère 1, le caractère 6. Et nous, on va calculer 16. Donc là, je lis 16, mais en fait, ce n'est pas 16 que je lis. Je lis 1, 6. Là, c'est 16. D'accord. Il faut bien comprendre la nuance. Hein. C'est bon? Ça, c'est un point important sur lequel il y a beaucoup de gens qui dérapent déjà. Beaucoup de gens dérapent sur le fait que dans un token, il y a une classe et une valeur. Je me rends compte. Des fois, je pose des questions de l'examen, rien que pour tester cette compréhension-là, d'accord? C'est déjà un truc pas évident à comprendre. Malgré le fait que vous avez fait pile l'an dernier, mais parce que bon, aussi l'an dernier, il y a le Covid, tout ça, donc ça brouille un peu le message. Et quelle est la valeur, par exemple, du token plus? Oui, on va y venir dans. Bon, on y vient. OK. On y vient tout de suite. Alors, répondez-moi. C'est ça qui distingue ces deux classes de tokens. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux classes. Là, il y a une valeur et là, il y a quoi? Il y a clairement une valeur. On a vu ce que c'était pour les constants, d'accord? Et pour plus flèche, tous ces tokens-là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la valeur? C'est les classes? Enfin, c'est l'idée? Oui. C'est qu'il n'y a pas besoin de valeur. D'accord? Là, on a besoin de valeur parce qu'il y a beaucoup de tokens d'une même classe donnée. Mais là, les tokens de la classe plus, il n'y en a qu'un seul, c'est plus. Les tokens de la classe flèche, il n'y en a qu'un seul, c'est flèche. Donc, il n'y a pas de valeur. C'est ça qui distingue ces deux sortes de tokens, c'est qu'il n'y a pas besoin de valeur. La valeur, c'est pour distinguer les tokens d'une classe quand il y en a plusieurs d'entre classes. Mais s'il n'y en a qu'un seul par classe, d'accord, il n'y a pas de valeur parce que il y a un seul token par classe. Un seul token possible par classe. D'accord? Si vous voulez, dans mes classes, j'ai plus, moins, multiplié, divisé,
virgule, d'accord, flèche, tous les signes de ponctuation cabalistique, d'accord, deux points égales en Pascal, je sais pas. Alors, tous les mots-clés, fun, if, while, ces conneries-là, d'accord. Ça, c'est des classes, tout ça. Hein. Et puis après, j'ai deux classes particulières que je mets en rouge. Id et const. C'est les seuls qui ont des valeurs. D'accord, qui leur sont adjointes. Parce qu'il y a plein d'id possibles, il y a plein de const possibles. Il n'y a qu'un seul de ces gus-là, il n'y en a qu'un seul. Chaque mot-clé a sa classe. D'accord. Ce n'est pas la même classe. Donc, vous voyez que id et const, ils jouent un rôle particulier en tant que token. Enfin, très particulier. Ou on peut dire que tous les autres sont particuliers. On peut dire que id et const sont plus représentatifs de ce que c'est qu'un token. Que c'est plutôt ceux-là qui sont particuliers. Sauf qu'il y en a beaucoup plus de tokens particuliers que de tokens normal, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que dans ce sens-là, on peut dire que ceux-là sont particuliers, dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Quoi. Mais quelque part, c'est celui-là qui est représentatif d'un token générique qui a à la fois une classe et une valeur. Alors, à ce stade de la je vais dire, de la conversation, à ce stade du cours, alors, je vais effacer un peu les trucs que j'écris là et je vais vous écrire en dessous le résultat de l'analyse syntaxique, de l'analyse lexicale, excusez-moi. Je vais l'écrire, je pense que c'est pédagogique de vous l'écrire, clairement. D'accord. Que vous comprenez bien, en fait. Une fois qu'on a passé l'analyse lexicale, en fait, on a une série de tokens. Alors, il y a, et, je vais le faire en vert. Donc, je vais avoir fun, id, flèche, id, plus, const, de point virgule. Voilà. J'ai une série de tokens. Et pour id, j'ai une valeur. C'est des classes, en fait. Là, j'écris des classes, en fait. Hein. J'écris des classes ici. Vous voyez, c'est des classes que j'écris. Hein. Donc, les classes Toto et 16, ils ont fondu, ils sont transformés en id et const. Et les autres, ils ont resté tels que. D'accord. Donc, ceux-là, ils ont une valeur en plus. D'accord. Ceux-là, ils ont la valeur Toto. Celui-là, la valeur Toto. Et celui-là, la valeur 10 000. On écrit la valeur 16. On écrit la valeur ici pour ceux qui ont une valeur. Pour ne pas perdre d'informations. Pour conserver le même volume d'informations. D'accord. Parce qu'on aura besoin de ces valeurs un jour ou l'autre. D'accord. Mais ce sont devenus des valeurs. Là, vous conviendrez avec moi que ça, en fait, ça joue un rôle particulier. C'est plus important que les valeurs, quelque part. C'est vraiment l'ossature lexicale du truc, d'accord. Les classes de token. Mais c'est quoi, finalement, ce mot? C'est un mot, d'accord, sur un certain alphabet, d'accord, sur un certain alphabet, sigma égale id, const, plus, flèche, d'accord. C'est un alphabet, ça, d'accord. Et c'est quoi ce truc-là, en fait? C'est ça qu'il faut que vous deviniez maintenant, d'accord. C'est quoi ce machin? Alors, j'enlève les virgules. Un automate, vous me dites? Vous me dites un automate? Non, c'est un mot. Un mot, j'allais le dire. Ouais, bravo, merci. Putain, allez, continuez alors. C'est qui qui... Continuez. Oui, c'est un mot. Et, C'est un mot. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce mot? Ah, on va regarder si il est syntaxiquement correct. Et pour ça, on va utiliser. L'analyse syntaxique. Avec quelle grammaire? Euh, euh, Avec la grammaire du langage. La grammaire du langage. Ah, bah, Avec sérieusement. la grammaire du langage. La grammaire de Java, c'est du Java. La grammaire de Pascal, c'est du Pascal. La grammaire de Schblurg, c'est du Schblurg. Et là, il faut regarder cette grammaire. Alors, vous, si vous êtes curieux, vous irez voir. Alors, les grammaires sont notées en. Je change de tableau. Pour chaque langage, il existe une grammaire. D'accord. Donc, chaque langage a une grammaire, d'accord, qui est exprimée dans avec ces symboles-là, d'accord.
Donc, vous taperez par exemple, puisque vous avez fait du Java l'an dernier, que c'est un peu le langage le plus évolué que vous connaissez, que C++, vous n'avez pas vraiment fait. Vous taperez Java, vous taperez BNF, parce que les grammaires de langage, on les écrit sous forme Bacchus, Bacchus, Nord, forme, BNF. Je sais pas pourquoi, c'est eux qui ont inventé cette notation. C'est peut-être les premiers qui se sont rendus compte que c'était ça qu'il fallait faire pour faire des langages de programmation. Il y a une époque, ça n'existait pas, le langage de programmation. Hein. Programmer un langage machine, c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'analyse syntaxique pour parser ce truc-là, d'accord? Langage machine. Hein. C'était vraiment, chaque ligne, il y a un machin. Il n'y a pas besoin d'analyse syntaxique pour ça. Et ben, eux, ils se sont rendus compte qu'on peut faire mieux, d'accord? Donc, le premier langage, c'était genre basique, beginner's all specific instruction. Et donc, ils ont inventé où en fait, on écrit, au lieu d'écrire la flèche de la grammaire, on écrit 2 points égal. C'est un des héritages de ces gars-là, en fait, je pense, quand on proposait cette notation-là. Donc, on écrit, au lieu d'écrire S, sur écrit en ASB, on écrit programme avec un P majuscule, 2 points égal, déclaration, d'accord, virgule, instruction, je ne sais pas, un truc comme ça. D'accord, mais on va voir ça tout de suite en TD, on va voir l'exemple, d'accord. Ça, c'est des noms terminaux, ça commence par un D majuscule, d'accord, et point virgule, c'est un terminal parce que c'est un signe, mais ça peut être aussi, d'accord, while, et while, c'est écrit avec un W minuscule parce que c'est un terminal aussi, d'accord. Hein. Tous ces symboles-là, c'est des terminaux de la grammaire. D'accord, donc là, je vais écrire la phrase qu'il faut retenir à ce stade-là du cours, c'est que, et j'espère que vous allez la retenir, hein, parce que il faut bien comprendre ce truc-là, d'accord? Je trouve pas le TD qui va suivre. Hein. Les classes des tokens, sont les terminaux de la grammaire. Les terminaux de la grammaire du langage. Voilà. Bon, je dis beaucoup de choses. Hein. Il y a des questions sur ce que j'ai raconté? Oui, ID est aussi un terminal de la grammaire. Ouais. Alors, donc là, mine de rien, on est en train de faire le lien avec le vrai monde des vraies grammaires. D'accord? Et qu'on va continuer en TP, là, en TD tout de suite après. Maintenant, vous allez avoir à programmer un analyseur lexical de sapin de Noël là, pour la rentrée, là, pour le 12 mars, je crois, ou le 16 mars, je ne sais plus trop exactement. Donc après, dans le 11.2, je vous donne quelques trucs pour faire du OCaml Lex, d'accord? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas programmer en OCaml ici dans ce groupe? Ouais, personne, super. Donc, OCaml Lex, c'est mieux que Lex, d'accord? Lex++. Vous allez moins vous faire chier qu'avec Lex en pile, d'accord? Ça va être très pratique quand même. Donc, ça commence par un pré. Donc, dans le cours, là, dans le poly du cours, je vous explique. Au début, il faut écrire. Donc, il y a un préambule il y a un préambule. Vous pouvez déclarer des variables, ouvrir des fichiers. Après, vous déclarez des règles de réécriture, d'analyse lexicale, en utilisant le mot-clé parse. Pour ça, c'est un mot-clé. D'accord. Et vous écrivez ensuite des expressions régulières
Regex pour regular expression. Et puis des actions qui génèrent les tokens, si vous voulez générer les tokens. Vous n'êtes pas obligé, hein. D'accord, etc. Regex de action 2, etc. Je vais passer. Ouais. En fait, il ne me reste plus que 8 minutes, donc plutôt que de réécrire le cours qui va me faire mal au bras, parce que je ne peux pas écrire 8 maintenant. Là. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ça et nous dire aussi ce Oui, que oui, c'est oui, parse? oui. Mais il y en a plein dans votre cours, des exemples, hein, bien sûr. Ok. Et Ouais, parse, c'est quoi, s'il vous plaît? ça veut dire analyser en anglais. Ok. Parse, il y a l'idée, dans parse, il y a l'idée que justement qu'on tronçonne un truc en bout, d'accord? Parse. C'est un mot en anglais qui. Attendez, j'arrive pas à. Ça pourrait se traduire autrement en français. Vous voyez, quand. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais ça ne me sort pas. Ça va me tête chez la France. J'arrive pas à percuter. Je ne sais pas comment dire. Quand vous séparez un texte en mots, d'accord? Il y a un terme en français pour dire ça, mais ça ne me vient pas. C'est pas grave. Donc, donc voilà, la tête de votre programme Camel, il va ressembler à ça, d'accord, hein. Et puis après, il y a un post-ambule qui peut être arbitraire. Donc, ça va produire autant de fonctions qu'il y a de règles. Une règle à fin, il y a plusieurs règles. Il y a plusieurs expressions régulières. Et puis, il peut y avoir aussi plusieurs rules. Dans chaque règle, il y a plusieurs expressions régulières. Et puis, il y aura plusieurs règles. D'accord. Alors, les règles, vous les connaissez. D'accord. Ça peut être n'importe quel caractère. Ça c'est un seul caractère, une chaîne de caractères. Un ensemble de caractères. Par exemple, petit a petit z. Grand A grand Z. Til, c'est le contraire, caractère complémentaire. Alors, l'alternative, la concaténation, il n'y a rien besoin de foutre, la concaténation, ça vient de base, on ne met pas de point. L'étoile, le plus. D'accord? Vous les connaissez, vous les avez déjà rencontrés dans votre vie. Alors, il y a le point d'interrogation, 0 ou plus une occurrence, et EOF, la fin du fichier. D'accord? Quand vous avez un fichier, ça finit toujours par un caractère spécial qui dit EOF end of file. J'ai écrit, mais vous ne l'avez pas lu. End of file. EOF. Donc, par exemple, on peut nommer l'expression régulière. Donc, on peut l'écrire lettre égale ça, digit égale ça, et après les réutiliser. D'accord? Donc, comme ça, on peut écrire. Alors, ça, c'est une règle qui, mine de rien, vous génère les tokens int et const. Et juste en 2 lignes de camel, ça fait le boulot. D'accord? Vous allez écrire une règle. Rule, alors ça, c'est un mot-clé. Token, c'est le nom que vous donnez à la règle. Égal par, ça, c'est un mot-clé. Et là, vous mettez l'éther, ça fait référence à ce que vous avez introduit précédemment. Parce que j'ai introduit, plutôt c'est moi qui l'ai fait, c'est pas vous. Suivi de l'éther au digit. Là, on a clairement mis n'importe quoi, n'importe quel caractère, étoile. Donc, je suis pas sûr que ça marche. Ah non, c'est le tiret, ça. Et là, on dit as S. Ah oui, c'est le as S qui est sympa. Alors, as S, ça vous met dans une variable S la chaîne qui a été parsée. D'accord? Donc, si c'est Toto, ça va créer le token Toteidant de Toto. D'accord? Vous allez pouvoir, comme ça, sauvegarder la valeur, qui est Toto, en l'occurrence, la chaîne de caractères. Alors, si c'est un entier, digit plus, la valeur, il faudra calculer l'entier associé, comme j'ai dit tout à l'heure, int of string. Vous allez générer le token constante qu'on appelle int ici. D'accord? Et puis, il y a Tfun, là, je ne sais pas. Tfun, c'est pour le mot-clé fun. Enfin, il y en a une chier de tokens, puisqu'il y a autant. Ça, c'est des classes de tokens, en fait. Hein. Il y a une barre par classe, en fait. Hein. Ouais. J'ai plus 4 minutes. Ouais. On va faire deux exercices en TP de ce truc-là. Hein. Donc, vous affolez pas. Hein. Alors, il y a tout un baratin qui suit, qui est un peu compliqué, mais enfin pas trop. Pour considérer des commentaires, d'accord? Vous le lirez à tête reposée. Je n'ai pas envie de speeder là-dedans.
C'est assez élégant, en fait. C'est la philosophie Camel, hein, d'accord? C'est très élégant. Au Camel, c'est très élégant, d'accord? Vous savez qu'il y a un truc qui est très prise de tête, c'est que c'est l'histoire des commentaires imbriqués. Imaginez que les commentaires, c'est ça, d'accord? Dans des commentaires de base, on n'a pas le droit de remettre des accolades là-dedans. Dans les commentaires imbriqués, si on a le droit, là. D'accord. On a le droit de mettre un commentaire dans les commentaires. Hein, en vrai, ça peut servir. Pourquoi ça peut servir en vrai? Bon, là, c'est des commentaires en camel, donc c'est une parenthèse. En Java, c'est comme ça, mais ça ressemble beaucoup, hein, tout de même. Hein. D'accord, il y a la même méthode qu'on retrouve se coller derrière le slash, dans le slash au lieu de derrière la parenthèse. Ben, ça sert en vrai parce que il se peut que vous ayez une fonction avec des commentaires. Vous écrivez une fonction, d'accord, fonction machin, d'accord. Euh, Ah putain, ça m'arrive ce bug là, ce compte téléphone, il se tourne dans l'autre sens, je ne sais même pas pourquoi. Attendez, voyons voir. Retourne-toi à mon téléphone. Mon téléphone s'est éteint, il n'y a plus de pile, quand je rallume, ça va prendre du temps. J'ai pas pensé à la brancher. Donc, ça tombe bien, le constat. Mais juste pour finir, ce que je veux. Juste pour finir ce que je racontais, là, vous m'entendez toujours là, hein? Oui, oui. Oui, on vous entend. Ouais, super. Moins bien sans doute parce que j'ai pas mon casque qui fonctionne là. Mais j'ai fini, de toute façon j'ai fini, ça tombe bien, ça m'aura pris genre 3 minutes pour remettre le truc. 3 minutes c'est vachement long, tout le monde va se barrer. Là. Oui, les commentaires ça sert parce que putain, je me rends compte que je gueule comme un veau. Là. Parce que si vous mettez un commentaire à une fonction et qu'après vous voulez temporairement ne pas avoir la fonction dans votre code, bah, vous recommentez tout le machin. Il y aura effectivement des commentaires imbriqués. Et les commentaires imbriqués, en expression régulière, c'est super dur à faire. C'est un problème que j'avais l'habitude de traiter avant dans le cours de LF, dans les exercices, et puis je me suis rendu compte que c'était casse-bonbon, quoi, ça prenait trop de temps. Et... Ben, en Camel, ça se traite super facilement. Vous aurez la curiosité de lire le poly. D'accord, je pense que c'est assez clair, vous allez comprendre. En utilisant le fait que vous avez à votre disposition un vrai langage de programmation. D'accord, et vous pouvez, depuis une règle d'analyse lexicale, vous pouvez appeler une autre règle d'analyse lexicale et utiliser la pile d'exécution en fait pour empiler, dépiler des appels. Et en fait, si vous avez un commentaire imbriqué, vous allez réappeler de façon récursive le parsing d'un commentaire. Comme ça, il va attendre la parenthèse dans l'autre sens. D'accord? Si vous voulez, l'enchaînement bien parenthésé des commentaires, qui doit quand même être bien parenthésé, va pouvoir être facilement repéré par un truc qui va lui correspondre, qui va être l'empilement des appels récursifs à la fonction qui analyse les commentaires. C'est incompréhensible ce que je dis, j'en suis conscient, mais néanmoins, c'est ce qu'il faut dire pour que vous puissiez comprendre après le cours. Donc, en TP, on va commencer à faire deux petits exercices d'analyse lexicale, histoire de quand même que vous soyez un peu réchauffé là-dessus. Et ensuite, on va faire une grosse grammaire du Pascal. Bon, je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne pause. Mes étudiants des groupes 1 et 3, je vais les voir maintenant et mercredi. Et les autres vont avec mon collègue. Bonne semaine. Et à tout de suite pour le groupe 1. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, Isri. Au revoir, Nelly. On n'utilise pas de IDE pour Camel Lex. On programme Directos, on compile Directos.
Enfin, mon expérience de Camel, c'est ça. Moi, je n'ai pas beaucoup programmé en OCaml. Quand j'ai commencé à être enseignant, j'ai dû apprendre parce que je vais enseigner la compilation. Mais bon, je n'ai pas beaucoup même programmé. J'ai programmé un peu quand même par rapport au fait que je donne des sujets OCaml. Mais je ne connais pas l'idée, non. Je supporte OCaml. Ah, OCaml Lex. OCaml Lex, ça vient avec OCaml. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose de spécial pour OCaml Lex. Ça vient, c'est une bibliothèque qui vient avec l'installation de base. J'ai réussi à l'installer, moi, OCaml. Je ne suis pas très doué. Donc, ce n'est pas très difficile à installer. Je vous mettrai il faut que je pense à vous mettre un manuel pour programmer en OCaml. J'en ai un là quelque part. Je mettrai le manuel. Je pense que j'ai tellement de trucs à penser. J'en mettrai un. Même si ce n'est pas ML, mais MLL. Voilà, je ne comprends pas la question. Parce que d'habitude, j'utilise ça. Putain, non, mais pour être honnête, je n'ai jamais programmé vraiment en OCaml. Je donne le sujet en OCaml parce que ouais, ça a l'air bien, ça. Moi, je viens de cliquer là-dessus, ça a l'air bien. Ouais. Vous avez un truc en ligne qui compile directos, là. Bravo, là. Mais je ne sais pas s'il y a OCaml Lex dessus. Ah bah, à IntelliJ, on vous dit que ça marche avec OCaml. Bon, ben voilà. Ouais, je sais que ça vous plaît, OCaml. Et la raison aussi pour laquelle je vous donne le sujet en OCaml, c'est parce que je l'ai eu en OCaml en vrai. Mais ce qui justifie le OCaml, c'est que l'an prochain, en compilation, ben, vous allez utiliser à fond la caisse. D'accord. Moi, j'ai faisais les télés de compilation il y a quelques années. D'accord. Et le noyau dur des équipes qui travaillent sur les langages, la compilation, les langages de programmation, ben, ils adorent OCaml à, à Paris-Saclay, d'accord? C'est une équipe, ça correspond à une équipe du labo, là. C'est un produit français qui a été développé même à Paris, hein, au Camel. Donc voilà. Il y a un côté, patriotique, je ne sais pas comment dire, familial. Bon. Mais c'est sympa, hein. Vous verrez l'an prochain. Moi, quand j'ai enseigné le TD au Camel, on peut faire un compilateur entier en OCaml, ça va tenir en 300-400 lignes d'OCaml, pas plus, quoi. Est-ce que, du coup, il est attendu qu'on maîtrise les notions qui sont vues avec d'autres groupes de TD? Il est attendu que vous maîtrisiez tous les exercices non optionnels de la feuille de TD, y compris ceux qu'on n'a pas pu faire en TD. D'une semaine sur l'autre, je vous dis de les faire, de me poser des questions en début de TD si vous avez des problèmes. Les exercices qu'on ne fait pas en TD, on n'a pas le temps de les faire. J'attends que vous les fassiez avec les corrigés. Si vous n'arrivez pas, vous me le dites. La raison, c'est que le fait qu'on est à distance, ça diminue quand même un peu l'efficacité. Hein. Quand on est en présentiel au tableau, il y a quand même plus d'efficacité, il y a plus de répondants, plus d'interaction, d'interactivité avec les étudiants, plus d'interactivité. Donc là, on est un peu ralenti, genre on perd sur 2 heures, on perd 20 minutes, un truc comme ça. Voilà. Il y a des exos que du coup je ne peux pas traiter en TD et je considère que vous les traitez vous tout seul, comme des grands, avec le corrigé. C'est pour ça que je donne les corrigés. Les corrigés ne sont pas géniales. C'est pour ça que je vous donne la possibilité de me dire en début de TD, si vous n'avez pas pu les faire, de me le dire. Puis voilà, vous me le dites. Et puis, alors, attendez, j'aurais pu. Ouais. D'accord, ok, super. Bon, attendez, il faut que j'arrête
Bon, je vais. Le chat, il était bien, le chat, là. Copier, coller, copier. Coller. Une question, je vais prendre ma pause. Oh, j'arrive pas à copier, coller ça. Putain, ça fait chier. Bonjour, dans cette vidéo. Ok, non, je l'ai là.